Bonjour à toutes et à tous. Alors, voilà, je suis vraiment désolé d'arriver. J'ai raté les présentations de ceux-là. Je suis en position de faiblesse. Je suis vraiment désolé parce qu'effectivement, c'est un aléa auquel je ne m'attendais pas et donc j'avais pris cet engagement-là. Donc voilà. Et donc, si je suis redondant, vous faites des gros signes en disant ça fait juste 2 heures qu'on en parle. L'assistance publique hôpitaux de Paris, alors j'ai pas mis de slide de présentation, mais donc juste pour resituer, c'est 37 hôpitaux en Île-de-France. C'est un peu plus d'1 million de passages d'urgence et 5 millions de consultations. Et c'est 1 million d'hospitalisations donc par an. Donc c'est une grosse machine. Voilà. Juste pour résumer, donc avec de fait finalement une problématique. On va beaucoup parler de la problématique médicale. En fait, ça a de grosses problématiques industrielles, de fait. Ce dont j'ai décidé de vous parler là, dans le cadre de ce thème, c'est un petit préambule historique. Ça marche pas. Non. Désolé, je ne vous fais pas les poches. Non, tout de suite. Voilà. D'accord, j'ai gardé. Mieux. Voilà. Un petit préambule historique sur, alors qui fait, quand je fais des présentations à l'intérieur de la PHP, ça surprend toujours les gens quand je dis que le marketing des services a été inventé à l'hôpital. Mais pour moi, ça me fait toujours une bonne introduction, voilà. Et donc, je voudrais vous en dire 2 mots parce qu'il y a des choses quand même assez intéressantes, voire croustillantes là-dedans. Les spécificités du service à l'hôpital. Pour moi, une des questions centrales qui est la question du choix de l'établissement de santé. Donc, j'imagine que les intervenants précédents en ont parlé, mais je voudrais revenir dessus sur vrai choix ou pas vrai choix. Et puis, vous parler rapidement du programme que j'ai lancé il y a 1 an, qui s'appelle Proche de vous au sein de la PHP, sur l'amélioration du service aux patients. Alors, le préambule historique. Donc, pourquoi le service est forcément une évidence dans le monde hospitalier. Donc, effectivement, les concepts un peu fondamentaux du marketing des services sont en partie issus d'un sociologue américain qui s'appelle Erving Goffman, que vous connaissez peut-être, mais dont l'écrit fondamental, c'est Asile, et c'est une analyse de la relation entre soignants et soignés. Et ça a été finalement son terrain de base à partir duquel une bonne partie des concepts du marketing des services ont été inventés. Alors, quelques observations qui sont intéressantes, je trouve. La première, c'est le praticien entre en contact avec 2 données fondamentales, donc le client et l'objet défectueux. Alors il est sur la généralité, il parle pour la généralité de ce que c'est qu'un service. Et donc le succès de l'opération dépend de la manière dont le réparateur gardera ces 2 dimensions séparées tout en donnant à chacune l'importance qui lui revient. Alors évidemment, dans le cas dont on parle, il se trouve que l'objet défectueux est le patient et donc est confondu avec le client, mais c'est à la racine d'un des sujets très importants qu'on vit dans les hôpitaux. Moi, au début, quand j'avais des échanges sur le thème, les gens, quand ils arrivent à l'accueil, ils sont stressés, ils sont angoissés. On me disait, oui, ils sont angoissés parce qu'ils sont malades. Et ce que je leur disais, c'est, mais vous, est-ce que ça vous est pas arrivé quand vous êtes allé, par exemple, chez un nouveau coiffeur, d'être un peu inquiet de ce qui allait arriver? On m'a dit, oui. Et je dis, pourtant, vous n'étiez pas malade. Donc il y a bien 2 personnes, il y a le malade et puis il y a la personne. Et cette confusion permanente des genres entre le malade et la personne est très lourde de conséquences et de mon point de vue explique qu'on n'a pas travaillé, à chaque fois qu'on travaille sur la dimension relation à la personne, se superpose la question de la relation au malade, introduit beaucoup de confusion et conduit à beaucoup de difficultés. Donc pour moi, cet élément-là est extrêmement important. Je vais aller assez vite sur la suite. C'est Goffman qui a mis en évidence le concept de support physique avec un certain nombre d'éléments qui sont que c'était un peu la révolution du service, c'est-à-dire que le réparateur arrive. Alors, ce n'est plus le réparateur qui arrive avec ses outils chez le client, c'est le client qui vient chez le réparateur. Et ça fait une grosse différence puisque le client devient l'invité.
ce qui a pas mal de conséquences pour nous en termes d'accueil, en termes de relations réciproques. Et une conséquence extrêmement importante. Alors bon, sujet bien connu, le praticien doit travailler sous les yeux de la maisonnée, c'est-à-dire que il y a plein de gens qui observent ce qui se passe. Et en revanche, Goffman est très formel sur le fait que l'atelier n'est pas, ce qu'il appelle l'atelier, c'est l'endroit où se passent les opérations. Ce n'est pas un milieu neutre et inoffensif, mais un milieu agressif. Il insiste là-dessus parce que par définition, comme c'est un lieu de concentration des opérations, c'est un atelier et donc on ne peut pas faire comme si c'était juste une maison, c'est radicalement différent. Et il en tire un certain nombre de conséquences. Deuxième sujet très connu dans le service, c'est l'intangibilité, hein, et ça, il en parle beaucoup, Goffman. Donc, et le client se demande, est-il vraiment compétent? Agit-il dans mon intérêt? Ne prend-il pas trop cher? Est-il discret? Voilà, c'est des questions qui reviennent régulièrement, que ça soit en micro ou y compris jusque dans la presse. Et puis la question de la confiance. Donc la confiance que le client porte au réparateur a besoin d'être soutenue par des assurances sans cesse renouvelées. Et il pose le sujet de la confiance comme un sujet complètement fondamental. Alors dans le cas spécifique de l'hôpital, il insiste sur quelques points. Le fait d'abandonner son propre corps à un praticien. Alors, j'aime bien pour qu'il le traite sur un mode mi-rationnel, mi-empirique, hein, c'était en 54, représente un des points cruciaux de la relation de service. Je reviendrai dessus, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une notion de on abandonne son corps en partie, et donc c'est pour le coup une grande spécificité de ce service-là. Et il y a toute la question de qu'est-ce qui peut nous préparer à mieux l'abandonner, enfin à accepter de l'abandonner, sous quelles conditions et quel est le contrat. Le client s'intéresse de près à ce qui arrive à son corps et occupe une place excellente pour observer ce qu'on lui fait. J'aime bien la formule. Alors, sauf quand il est anesthésié, parce que là, elle est moins excellente. Mais ça, c'est une réalité que les praticiens vivent beaucoup, et d'ailleurs avec plus ou moins de bonheur. Alors, là, ça, j'ai repris parce que je trouve que c'est assez intéressant. La solution impersonnelle, donc de comportement impersonnel, semble appliquée, particulièrement lorsque le médecin qui examine le malade est accompagné de confrères et de subordonnés lors de la visite, par exemple, car il a alors des partenaires avec qui soutenir une discussion technique sur le cas. Il s'agit de supprimer l'existence sociale du malade. Donc on voit bien que, en particulier dans ce protocole, alors je ne sais pas s'il est encore complètement d'actualité ou pas, mais il existe encore, en tout cas dans nos hôpitaux, parce que je l'ai vu, protocole de la visite, très clairement, la question de l'existence sociale du malade, comme elle est appelée, le malade devient un cas, effectivement, d'une certaine manière, il est quand même nié dans son existence sociale, et donc là aussi c'est un gros sujet de travail un peu compliqué. Et enfin, donc le praticien a très souvent avec son client un échange verbal en 3 points. Alors une partie technique, donc renseignements reçus ou données sur la réparation envisagée. Donc ça c'est un gros sujet aussi. Une partie contrat. Alors j'aime bien indication approximative et généralement écourtée du coût du travail, des délais nécessaires et autres détails semblables. Et une partie civilité qui est échange de politesse accompagné de quelques amabilités et de menues marques de respect. Moi je trouve que c'est très actuel, hein. Alors j'adore ça parce que ça parle beaucoup aux professionnels. Encore une fois, Goffman a vraiment travaillé après sur beaucoup de types de relations, mais c'est vrai que sa base ça a été la relation à l'hôpital. Alors les spécificités du service à l'hôpital, j'en ai déjà évoqué quelques-unes. Le choix, je vais revenir sur le sujet du choix, mais ce qu'il y a de certain, c'est que le patient n'a pas choisi d'être hospitalisé, son état de santé lui impose, ça c'est sûr. Il peut peut-être choisir son établissement de santé, mais il y a une partie de la chose qu'il n'a pas choisi. Alors, il n'a pas toujours choisi le lieu, et il ne choisit pas ses soins. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Cette nécessité le place dans une posture différente, donc il est dépendant, il subit. Deuxièmement, alors ça on en parle beaucoup, c'est assez connu dans le monde hospitalier, c'est le sujet de fragilité, vulnérabilité. Alors on dit souvent les patients sont couchés, les professionnels sont debout, enfin une situation dissymétrique
avec de très très fortes attentes, donc vraiment une position de vulnérabilité qui, à certains moments du parcours du patient, ressortent particulièrement. Et donc il faut travailler. Les pertes de repères, alors ça c'est aussi un sujet qui est quand même assez important, c'est qu'on s'est aperçu que en fait beaucoup de patients et de plus en plus ne se départissent pas de leurs réflexes entre guillemets de consommateurs, alors pour trois raisons. D'abord, ils arrivent dans une expérience qui est complètement nouvelle dans un certain nombre de cas pour eux, c'est la première fois qu'ils se retrouvent dans cette situation-là et donc il n'y a pas de point auquel se raccrocher, de situation analogue vécue, c'est radicalement différent, d'où le fait de se raccrocher à des comportements connus et à dire mais finalement je suis alors c'est pas je suis dans un magasin, mais on essaye de se rapprocher de situations connues qui sont en général des situations de consommation. Et parfois, il se saisit de cette posture de consommateur comme d'un contre-pouvoir face à une situation qui lui échappe. C'est-à-dire qu'on entend quand même de plus en plus des gens qui disent, alors le sujet de bon ben quand même j'ai payé. Alors ce n'est pas formulé la plupart du temps sous cette forme-là en disant j'ai payé donc j'ai droit à un service, mais on voit que cette notion de quand même j'ai donc sous plusieurs formes et notamment au travers des mutuelles payé et donc quand même je suis pas juste là à être dans quelque chose dans lequel je n'ai aucun droit. Enfin cette posture de consommateur, nous dans ce qu'on enregistre apparaît de plus en plus dans les dialogues avec les professionnels. Un élément très très important, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait une opposition très importante entre ce que vivent les soignants et ce que vivent les malades. En gros, on passe son temps à attendre à l'hôpital quand on est un patient, et les professionnels, quand vous les entendez parler ou que vous les suivez, ils passent leur temps à courir. Donc, on a vraiment l'ennui d'un côté. Je sais pas comment dire, parce que des fois ça confine à la dispersion, mais en tout cas un sentiment de suroccupation de l'autre côté. Et quand on a des vécus aussi opposés que ça, c'est sûr que travailler la relation entre deux univers qui ont des vécus temporels très très différents est très difficile. La liberté, alors c'est un élément très important parce que le patient veut rester acteur de sa vie et donc ça j'imagine que vous en avez parlé avant, il s'informe de plus en plus sur sa maladie, sur ses conséquences et pour lui l'information est un moyen de se poser comme acteur qui compte vraiment. C'est l'information est c'est sans doute le sujet le plus important qui lui permet de s'affirmer face à l'ensemble de ses interlocuteurs. Enfin, le dernier sujet de spécificité que je voulais souligner, c'était la singularité. C'est-à-dire que quand même, il arrive dans des lieux dans lesquels il y a énormément de règles communes, donc de règles de fonctionnement auxquelles il doit se plier. Alors j'ai mis exprès sa chambre blanche parce que je me suis aperçu quand même qu'on avait beaucoup de chambres qui étaient toutes blanches, sans objet personnel, même si beaucoup, de plus en plus, customisent beaucoup leur chambre, peut entraîner un sentiment de dépersonnalisation et, élément très important, dans des verbatims de patients, il ressort beaucoup l'aspect morcellement de la personne, puisqu'on s'occupe d'un de ses organes ou de plusieurs, et donc l'unité même de la personne est un sujet qui à certains moments pose question, et donc il y a à la fois, quand on dit ce sujet de la singularité, c'est la personne rentre dans un système dans lequel elle est un peu, beaucoup de règles lui sont imposées, mais elle-même peut se sentir un peu disloquée, j'allais dire, avec des traitements très séparés de son propre corps. Cela étant dit, puisqu'on pense qu'il faut complètement reconnaître toutes ces spécificités, nous pensons qu'en tenant compte de ces spécificités, on fait le pari qu'on peut mettre à profit au sein de l'hôpital aussi des méthodes et concepts classiques des univers de service pour mieux connaître les attentes et besoins donc des patients et des professionnels. Donc là, je rebondis sur ce que disait Arnaud là, à la fin. C'est vraiment des sujets en miroir à travailler des deux côtés, entre les patients et les professionnels. Donc formaliser une offre de service, travailler sur des parcours patients, en intégrant les proches dans la réflexion.
parce que c'est souvent patient et proche. Travailler les moments de vérité de la relation de service, s'engager à prendre en équipe à partir des retours des patients, et puis retravailler les lieux, donc les espaces d'accueil et d'attente. En tout cas, c'est vrai que nous, on dit oui, il y a des spécificités qu'il ne faut pas méconnaître de cette relation de service, mais on peut tout à fait vraiment travailler et utiliser des concepts, des méthodes, des modes de management inspirés d'autres univers de services. Il n'y a pas de raison de se considérer comme un monde imperméable à tout ça. Le sujet du choix, donc, qui est extrêmement important dans cette question de client ou usager, puisque pour moi, alors il y a peut-être plein de définitions, mais pour moi, l'usager, il a quelque part pas tellement le choix, le client, il l'a. C'est une définition comme une autre. Donc, quand on s'est intéressé à cette question-là, on s'est posé la question de savoir comment les patients s'orientaient et qu'est-ce qui faisait qu'ils atterrissaient dans tel ou tel établissement. Ce qui est ressorti d'une petite enquête, c'est que 40% de patients ont un avis sur l'établissement de santé où ils aimeraient aller. Alors pour se faire cet avis, à 63%, ils se le sont fait plutôt par des proches, plutôt que par un autre médecin. Dans le cas où ils ont un avis, à 80%, ça a une influence décisive sur la recommandation du médecin. C'est-à-dire que le médecin suit l'avis du patient. Dans les 60 autres pourcents des cas, ça veut dire que c'est le médecin qui va faire une recommandation sur un établissement de santé. Et donc la question, c'est comment est-ce que les médecins se font leur opinion. En gros, il y a 3 tiers. Ils se font leur opinion à partir de leurs confrères, de ce que leur disent leurs confrères. Ils se font leur opinion à partir des interactions au quotidien avec les établissements de santé, c'est-à-dire facilité à les joindre, facilité à prendre un rendez-vous. C'est vraiment des aspects extrêmement concrets de la relation. Et puis, le troisième élément, c'est les retours de leurs propres patients. Ce qui fait que quand on somme tout ça, entre l'avis qui est forgé par les patients, à partir de leurs proches, donc à partir de l'expérience, et les médecins, où finalement aux 2 tiers, c'est à partir de leur expérience et l'expérience de leurs propres patients. C'est pour ça que je dis que en réalité, le choix de l'établissement de santé se fait de manière extrêmement prépondérante à partir de l'expérience des patients. Voilà, à plus de 70%, c'est l'expérience des patients qui conditionne les flux. Et donc ça, c'était quand même très contre-intuitif à la PHP, puisque il y avait quand même une représentation qui était que finalement, c'était des médecins qui adressaient dans des services spécialisés et que quand même, globalement, c'était pas le bouche à oreille qui faisait l'arrivée dans tel ou tel hôpital. Bien entendu, il y a des centres de maladies rares, bien entendu, il y a des spécialités, voilà, mais globalement, par rapport à l'activité de la PHP, ces activités-là ne sont pas majoritaires, ne représentent pas la majorité de l'activité. Juste pour compléter sur ce sujet-là, donc j'ai fait un petit rappel des points fondamentaux de la satisfaction des patients à la PHP. Donc un point qui ressort très fort, c'est la sortie du patient et la manière dont elle est préparée. Alors nous, on pense que c'est très important parce qu'en fait, à la fois une bonne sortie, c'est sans doute un service qui est plutôt bien organisé, et puis c'est un moment, ça fait partie des moments de vérité, la sortie. On a interrogé les patients un peu sous plein d'angles là-dessus, et on est en train d'y travailler beaucoup. Planification de la sortie, donc soins et attention des infirmiers, donc politesse et amabilité, prise en charge de la douleur, accueil lors de l'arrivée dans le service, respect de l'intimité, information, confort et propreté de la chambre, compétences et expérience des médecins. Je ne l'ai pas mis en dernier parce que je voulais le mettre en dernier, mais ils arrivent un peu dans cet ordre-là. Quand on a, alors bon, le top 10, il est quand même, c'est des items qui sont assez proches, mais c'est ça qu'on a identifié. Je le complète par les déterminants de la satisfaction des médecins, donc délai moyen d'obtention d'un rendez-vous, facilité à joindre le service et excellence du personnel. C'est 3 éléments les plus importants pour les médecins correspondants.
Et on a aussi fait quelques études sur les professionnels, donc médicaux ou paramédicaux. Et ce qui ressort en premier, c'est l'ambiance d'équipe et la qualité de l'organisation. Parce qu'en fait, c'est à partir de ces trois éléments-là, enfin de l'analyse des attentes des patients, des attentes des médecins correspondants, des attentes des professionnels, que moi j'ai construit le petit programme proche de vous dont je vais vous parler très vite. Donc c'est un programme qui est large. Alors souvent on me pose la question en me disant mais pourquoi un programme aussi compliqué? Alors c'est pas qu'il est compliqué, c'est que quand on travaille sur le service, on voit bien qu'on ne peut pas travailler que sur les lieux, on ne peut pas travailler que sur faire de la formation, on ne peut pas travailler que sur des systèmes d'information. En fait, on voit bien qu'il va falloir travailler ces dimensions-là en parallèle. Et donc nous avons décidé pour progresser sur les éléments, là, notamment le top 8 des déterminants de la satisfaction patient dont j'ai parlé, de travailler en parallèle sur un certain nombre d'axes. Je vais dire très vite. Le premier, c'est le partage des pratiques et des expériences entre professionnels. Donc là, on est en train, pour donner un exemple, de généraliser une pratique qui existait dans quelques hôpitaux, mais dans moins de 10% de nos hôpitaux, qui étaient les rappels de rendez-vous par SMS. Bon, c'est un truc tout bête, sauf que à la PHP, ça existait de manière marginale, alors que c'était très facile à généraliser. On a des sujets de cette nature-là. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui est recueil de l'avis des patients, des proches, de l'ensemble des personnes qui ont un avis et qui est intéressant pour nous. Là, l'exemple que je donnerais, c'est qu'on est en train de lancer un baromètre en ligne systématique qui renverra de la satisfaction, enfin les éléments de satisfaction au niveau de chaque service. Alors c'est compliqué parce qu'il y a 650 services à la PHP, donc ça fait beaucoup. Mais d'un autre côté, moi je ne pense pas qu'on puisse conduire un programme comme ça sans avoir des mesures. On est dans un monde qui est un monde scientifique. Ce qui n'est pas mesuré n'existe pas. Et donc, je pense qu'il est absolument nécessaire d'avoir un outil de taille industrielle. Donc l'idée, c'est qu'au trimestre, chaque service aura son baromètre des éléments fondamentaux qui conditionnent la satisfaction des patients avec l'évolution dans le temps pour pouvoir travailler dessus. Donc ça, c'est un des éléments de ce point-là. Sur l'organisation, on s'est centré sur 2 points. D'une part, l'accès et l'organisation des consultations. C'est un énorme point extrêmement difficile, c'est-à-dire que toutes nos enquêtes renvoient le fait que c'est extrêmement difficile de prendre un rendez-vous j'allais dire des fois peut-être pour des bonnes raisons, mais beaucoup vraiment pour des sujets d'organisation. Donc ça, on y travaille d'arrache-pied. Et à l'autre bout de la chaîne, j'allais dire ce sujet de la sortie qui est vital. Donc on a décidé de se centrer sur ces deux moments de vérité-là. Alors le sujet de la communication, donc évidemment, on a tous les chantiers, j'allais dire refonte des sites internet. Donc là, on a refondu tous les sites internet des groupes hospitaliers. Il faut vraiment trouver le moyen, même si c'est compliqué, de faire en sorte que l'offre de service, elle puisse être présentée de manière un peu compréhensible. Alors c'est très compliqué, hein, parce que pour je pensais que c'était beaucoup plus simple que ça, mais quand je me suis perdu dans les sujets de la dermato, mais on ne fait pas la calvitie, mais on la fait peut-être si... Enfin voilà, donc c'est épouvantable. Non mais c'est vraiment, il y a des choses qui sont simples, mais il y en a beaucoup. Et même dans l'orthopédie, on voit qu'en fait, il faut spécifier les choses. Les moteurs de recherche aujourd'hui sont extrêmement performants, recherchent des choses très pertinentes. Donc si on ne met pas assez de détails, on a énormément de gens qui vont appeler et puis on va leur dire ah ben oui, mais on fait mais on fait telle opération du genou, mais on ne fait pas celle-là. Donc voilà, donc là c'est pour vous donner un exemple, pour vous donner un ordre de grandeur. En 2012, on a fait 10 fois plus de mises à jour qu'en 2011 sur nos sites internet. Donc il y a quand même une dynamique qui est un peu en train de changer. Je pense que tout le monde en comprend la nécessité.
Hospitalité des lieux d'accueil. Donc là, on est juste en train de démarrer, c'est-à-dire qu'on va implanter des bornes d'orientation dans tous nos hôpitaux et un système un peu d'orientation, parce qu'une des premières choses qu'on nous dit, c'est qu'on se perd dans nos hôpitaux. Donc là, ça va commencer à partir du mois prochain à les déployer. On va déployer des systèmes d'information dynamiques. Et puis, donc, on a l'ambition de déployer de nouveaux environnements d'accueil, que ce soit l'accueil des urgences, qu'on va commencer par les urgences, et dans nos grands plateaux de consultation en particulier. Et puis les deux derniers points, je les dirai ensemble, empathie dans la relation et soutien des équipes, parce qu'en fait ça va ensemble, hein. Donc c'est les fameux concepts de symétrie des attentions, disant bah voilà, on s'occupe bien des patients quand on s'occupe bien des professionnels. Donc la seule chose que je citerai là, c'est qu'on a fait une opération l'année dernière qu'on va renouveler là, qui était une opération de trophée patient, qui a connu un grand succès autour de toutes les initiatives d'équipe au profit des patients. Et il y a vraiment tout un travail à faire sur la valorisation de ce temps qui est passé auprès des patients, de cette qualité de la relation, pour arriver à contrebalancer le fait que fondamentalement, l'hôpital est quand même très orienté vers de la valorisation de ce qui est plutôt technique et scientifique. Donc ça, c'est un gros axe. Alors je vais avoir un peu des dessins. Bon, ça, c'est les bornes qu'on va installer. Et puis, ça, c'est des exemples on a fait un petit livret qu'on a diffusé très très largement dans toute la PHP sur toutes ces initiatives pour valoriser les équipes qui s'engagent sur le service. À peine dépassé, mais ça nous laisse le temps de questions. Monsieur. On va se replier à l'exercice. Une petite question. La transformation vers le client, d'une certaine façon, suppose une meilleure transversalité des choses, une interrelation horizontale, etc., qui s'est toujours heurtée, peut-être particulièrement en France, mais sûrement ailleurs, aux verticalités, aux silos de spécialité, etc. Et donc le discours et même la volonté physique de faire ça, et puis ça se heurte aussi à autre chose, à la recherche. Chez HU, au fond, on valorise quelquefois autant la recherche peut-être que la priorité client, etc. Comment ce conflit des verticalités et des objectifs verticaux et de l'horizontalité que suppose la mise en place de ce genre de dynamique se régule? J'allais dire, voilà, difficilement. Difficilement, mais je crois que il faut qu'on arrive dans le vécu des professionnels, des chefs de service, des chefs de pôle, à avoir des choses concrètes qui témoignent de ce registre-là dont on parle, qui témoignent du fait qu'on fait des choses, qu'on avance et qu'on le fasse exister. Moi, je pense que c'est juste qu'il faut rendre les choses plus visibles, parce qu'en plus, il y a beaucoup d'idéologie partout, parce qu'en plus, là, on rejoint ce sujet quand on disait la maladie et le malade. Intellectuellement, quand même, tout le monde est d'accord sur le fait que le patient est une personne, que voilà, mais on voit bien que tout a été structuré autour des pathologies, donc en mise en œuvre, c'est terriblement difficile de ce fait-là, mais moi je crois que si on arrive à y travailler avec constance et à avoir vraiment des éléments qui se mettent, on l'a vu sur les sites internet, en fait il y a des gens qui, en s'obligeant à se dire mais comment je raconte mon activité, comment ils rentrent dans de nouvelles postures, mais il faut faire travailler les gens sur des choses concrètes que eux-mêmes vivent et qui fassent apparaître ces dimensions-là. Je vois que ça. Bonjour, vous parliez de la prise de rendez-vous tout à l'heure. Qu'est-ce que vous mettez en place comme solution? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les solutions que vous mettez en place? Est-ce qu'elles sont informatisées? Et je me posais la question de la prise de rendez-vous. Alors c'est plus chez des libéraux.
Mais est-ce qu'il existerait une plateforme, alors je ne pense pas en France, mais peut-être ailleurs, où on pourrait trouver un médecin en fonction de ses disponibilités? Oui, enfin le sujet sur... parce qu'il y a plusieurs systèmes en fait, de prise de rendez-vous, depuis le plus basique qui est j'appelle un numéro et il répond ou il répond pas, ou en tout cas je tombe sur quelqu'un qui va me prendre un rendez-vous. Après il y a l'étape vous pouvez m'envoyer un mail avec notamment je vois là, sur Lyon, ils ont beaucoup développé avec des espaces, enfin, les gens ont une carte et donc ils ont un espace un petit peu à eux où ils peuvent faire des demandes de rendez-vous en précisant un peu leur créneau et on leur répond sous 24 heures en disant bah voilà on vous en donne un, jusqu'à l'accès carrément à un tableau où on prend directement ces rendez-vous. Et il y a des services, enfin il y a des structures, alors en tout cas, moi dans les hôpitaux je ne sais pas, mais en tout cas il y a des structures de villes qui le font. Voilà, il y a toute la palette des systèmes qui existent. Nous, le sujet, c'est que on est conduit à travailler en parallèle les sujets de systèmes d'information, parce que de toute façon c'est complètement cœur, c'est nécessaire, voilà, et beaucoup de chantiers quand même organisationnels, parce que l'organisation historique des hôpitaux, c'est, j'allais dire, pour un peu chaque service qui a sa secrétaire, et donc on a des très gros sujets de mutualisation qui sont, alors non pas des préalables parce qu'on les fait en parallèle, mais qui sont absolument nécessaires parce que plugger des solutions techniques sur des organisations qui de toute façon ne tiennent pas tellement la route parce que quand la personne, je sais pas quoi, prend un jour, il y a carrément des jours où il y a, enfin, c'est dur ce que je dis, mais c'est vrai qu'il y a des réalités qui sont compliquées. Il faut vraiment travailler ensemble, l'organisation et les outils. Et je pense que c'est vrai qu'avec les outils d'aujourd'hui, on a des opportunités pour montrer aux gens qu'on peut faire des sauts sans dégrader la qualité, au contraire. Et par exemple, c'est vrai que le sujet des confirmations par SMS, ça fait tomber de 30% les no-shows et ça change complètement tout un tas de pratiques. Parce qu'à partir de ça, il y avait des gens qui convoquaient beaucoup de gens à la même heure, qui disent bah, c'est vrai que puisque maintenant c'est plus fiable, je vais pouvoir voir les choses autrement. Donc voilà, mais c'est des chantiers très très lourds. Il faut là encore que tout le monde y voit vraiment son intérêt. Hein. C'est vraiment ça le sujet. Merci beaucoup à Gwenaël, Arnaud et bien Joseph-Antoine de cette